Qu'est-ce que les phénotypes langagiers? Il y a eu au cours des 20 dernières années 3 découvertes majeures qui ont révolutionné la compréhension du langage. Et il faut dire qu'il y a eu plus de découvertes au cours des 20 dernières années sur le langage que pendant les 20 derniers siècles. La linguistique a bénéficié des progrès scientifiques de la génétique, des neurosciences, mais aussi des progrès technologiques tels que le traitement automatique du langage ou l'intelligence artificielle. Ces 3 grandes découvertes majeures, ce sont la génétique et l'épigénétique du langage. On a découvert qu'il y avait plusieurs gènes qui ont été identifiés qui jouent un rôle clé dans l'hérédité des troubles du langage et dans le développement des capacités linguistiques et cognitives. On a également, grâce aux neurosciences, découvert qu'il y avait 2 grands types de langage. Le langage ne sert pas uniquement à communiquer, comme on a pu le croire avec les linguistiques traditionnelles, mais il sert aussi à communiquer avec soi-même et non pas uniquement avec les autres. Et enfin, la dernière révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle, plus précisément de l'intelligence artificielle générative, où l'intelligence a montré que l'intelligence était essentiellement langagière, d'origine langagière. En tout cas, l'intelligence humaine est d'origine langagière. C'est ce qui nous permet de créer des intelligences génératives basées sur des modèles de langage prédictifs. Alors, il faut également rentrer dans le détail. Dans la génétique, il y a eu la découverte majeure, au début du XXIe siècle, du génotype du langage. Le gène du langage, enfin ce que l'on appelle le gène de langage, c'est le gène FOXP2. Il a été identifié pour la première fois en 2001 par une équipe de chercheurs britanniques qui étudiait une famille atteinte d'un trouble du langage héréditaire. Ce gène est localisé sur le bras court du chromosome 7 et il sert au codage, il joue un rôle dans la régulation de l'expression d'autres gènes, un millier d'autres gènes plus précisément, et dans le développement de divers tissus du cerveau. Les mutations dans le gène FOXP2 peuvent causer des troubles spécifiques du langage, tels que la dyspraxie verbale du développement. Qui dit gène du langage, génotype de langage, dit également phénotype de langage. Alors, c'est quoi le phénotype de langage? Le phénotype du langage fait référence à l'ensemble des caractéristiques et capacités qui permettent la production et la compréhension de la parole chez les humains. Cela englobe la voix, c'est-à-dire les capacités phonétiques et phonologiques, la parole, c'est-à-dire les capacités syntaxiques et pragmatiques, et enfin le sens, c'est-à-dire les capacités lexicales et sémantiques. Pour simplifier, le phénotype de langage, c'est la manière spécifique avec laquelle se manifeste la manière d'expression, l'expression langagière chez un individu particulier ou chez une personne à partir de son génotype. Le phénotype, c'est la manifestation, le génotype, c'est l'habilité, c'est l'inné. Grâce aux neurosciences, on sait également qu'il y a le langage extérieur, le langage intérieur. Le langage extérieur est lié au phénotype, c'est-à-dire c'est ce qui se manifeste à l'extérieur lorsque l'on parle. C'est une forme de communication dirigée vers les autres, publique donc, souvent formelle, structurée, qui est issue de l'éducation et de l'environnement. Notre langage extérieur est, pour ainsi dire, une variable environnementale qui sert à communiquer avec les autres, qui est structuré, qui est formel, qui sert à informer, à persuader, à questionner, à établir des liens sociaux. Et ce langage extérieur se développe à travers les interactions intrafamiliales, les interactions sociales et l'apprentissage culturel tout au long de la vie. Le langage extérieur, on le sait, est souvent conscient, contrôlé, car son utilisation, ce langage qu'on utilise en ce moment, par exemple, dans mon cas, ce langage a des implications sociales et relationnelles. Ce n'est pas le cas du langage intérieur. Lui, le langage intérieur,
le concept, le premier qu'il a étudié, c'est Vygotsky, et sa définition est très simple. Le langage intérieur est l'expression silencieuse de la pensée consciente. Ici, il faut relever l'expression silencieuse et pensée, le lien entre le langage et la pensée. Le langage intérieur est l'expression de la pensée pour soi-même et sous une forme linguistique cohérente. On voit le lien là entre le langage et l'expression linguistique. Le langage intérieur est présent même dans le cas du mutisme, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'une personne ne parle pas qu'elle n'a pas de langage intérieur riche. On le voit par exemple dans le cas des ruminations, mais ce n'est pas, il ne faut pas confondre le langage intérieur avec la voix intérieure du délirant par exemple, qui est une voix qui vient de l'extérieur et qui lui dit certaines choses. Ça n'a rien à voir avec le langage intérieur. Ce qui est intéressant avec le langage intérieur, c'est que les études en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré que les activations cérébrales étaient quasiment les mêmes lorsque l'on parle à l'extérieur, lorsque l'on extériorise la parole et lorsque on parle à l'intérieur de soi-même. Ce sont les mêmes aires, les mêmes régions cérébrales qui sont activées. La seule différence, c'est que la parole à voix haute active plus les régions motrices et auditives, tandis que la parole intérieure recrute plus les régions liées au contrôle exécutif et à l'inhibition. Cela fait que le langage intérieur est lié au génotype langagier, par opposition au langage intérieur qui est lié au phénotype langagier. C'est un processus cognitif interne au cerveau, caractérisé par une très grande subjectivité et qui sert à l'autoréflexion, mais aussi à la régulation interne des pensées. C'est le principal moyen d'autocommunication, c'est-à-dire que on utilise le langage intérieur pour dialoguer avec soi-même. Souvent, en utilisant la réflexion, la planification, l'autorésolution, l'autorégulation et la résolution des problèmes. Ce langage intérieur, contrairement au langage extérieur, est fragmenté, il est elliptique, il peut omettre certaines parties de phrases, il utilise des symboles, des images mentales, car la personne connaît déjà le contexte, il n'a pas besoin d'expliciter pour quelqu'un d'autre ce qu'elle veut dire à elle-même. C'est un langage qui joue un rôle dans le raisonnement, dans la réflexion personnelle, dans la régulation émotionnelle et bien sûr dans la consolidation de la mémoire. Ce langage intérieur a été largement étudié depuis l'enfance, chez l'enfance, et on connaît son développement, son évolution. Il évolue essentiellement sous l'influence de l'environnement, des événements, des expériences personnelles et des processus cognitifs. C'est pour ça qu'il est fortement impacté, le langage intérieur, par les événements qui vont arriver tout au long de la vie. Enfin, le langage intérieur est inconscient la plupart du temps. On ne pense pas comme pense et il reflète des processus cognitifs profonds et intimes qui vont être très importants à la fois pour le soin et pour aussi la santé mentale.